Bonjour à toutes et à tous, Michel Vigier, je suis le président fondateur de l'Association pour la prévention de l'innumérisme. Nous avons des actions depuis une dizaine d'années dans le cadre de l'innumérisme, c'est-à-dire les difficultés en calcul et en maths. Et nous avons plusieurs fers au feu sur les difficultés ou les irrégularités de la numération en français. Savez-vous que les mots que l'on utilise pour nommer les nombres, eh bien, sur 100 mots, nous avons 36 irrégularités. Et après, on s'étonne que nos résultats dans les enquêtes internationales ne soient pas bons. 36 irrégularités en français, je vous les note rapidement. 10, 1, 11, au lieu de 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et puis là, on devient régulier. 17, 18, 19, 20, ensuite 69, 70, 71, 7, au lieu de 70, 71, 72, 80 au lieu de, enfin 80 au lieu de 80, 81, 82, 90 au lieu de 91, 92. En slave, dans les langues slaves, aucune irrégularité. En chinois, puisque ça nous intéresse ici, aucune irrégularité. On dit 1, 10, 2, 10, 3, 10, etc. Et donc, en espagnol, quelques irrégularités. Dans les langues anglo-saxonnes, 2 irrégularités. Nous, 36 irrégularités. Voilà, donc c'est un de nos sujets, mais c'est l'Académie française qui n'est pas d'accord pour utiliser la numération du Condorcet. Notre deuxième fer au feu, eh bien, c'est l'utilisation du boulier swampant en début de scolarité, c'est-à-dire grande section, CP, CE1 et tout le primaire. Le swampant, c'est un instrument qui a été inventé au XIIe, XIIIe siècle, et à l'origine, le swampant désignait une table de calcul, un damier pour le calcul. C'est le même mot qui a été utilisé pour le boulier, puisque le boulier prenait la suite du système des baguettes qui était utilisé auparavant. Voilà, donc nous allons utiliser un petit diaporama pour la partie théorique de cette petite conférence. Je vais passer très vite sur la partie théorique, hein, puisque ce qui nous intéresse, c'est de manipuler et de voir l'intérêt du boulier. Donc, l'association, je vous en ai parlé. Nous avons travaillé au départ avec, à partir des écrits de Piaget et de Vygotsky, Piaget notamment un petit livre qui s'appelle L'abstraction réfléchissante, un petit ouvrage qui est très peu connu, mais qui nous a bien aidé à formaliser notre modèle, et Vygotsky qui prête une attention particulière sur ce que l'on appelle l'image technique. Et cette image technique est fondamentale pour le boulier. Une découverte, même si elle n'est pas très récente, au moins les mesures qui en ont été faites sont assez récentes, à date de 1980, c'est ce qu'on appelle la subitisation. Je vais peut-être passer à l'image suivante. C'est la perception immédiate. C'est-à-dire que cette perception immédiate, pour les quantités 1, 2 et 3, elle est effective. Mais vous voyez donc sur ce petit graphique
l'axe des ordonnées, c'est le temps en millisecondes. Les quantités 1, 2 et 3 sont perçues immédiatement. À partir de 4, 5 et 6, eh bien, on a une... Peut-être je vais utiliser ce... Voilà. À partir de 4, 5 et 6, vous voyez que les temps de perception sont beaucoup plus longs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les quantités 1, 2 et 3 sont perçues immédiatement et que, à partir de 4, eh bien, on est obligé de compter. Vous voyez, sur cette courbe, c'est le temps. Et là, le petit graphique en dessous, ce sont les erreurs. Pas d'erreur pour 0, 1, 1, 2 et 3. Et à partir de 4, l'erreur de perception ou de reconnaissance des quantités augmente très rapidement. Voilà. Donc, cette découverte, puisque ce sont les mesures, la subutilisation, elle est connue depuis très longtemps. En fait, elle est connue depuis l'Antiquité. Mais les premières mesures qui sont venues confirmer cette perception immédiate des quantités 1, 2, 3, ces mesures sont assez récentes. Elles sont reproduites dans un livre de Stanislas Dehaene, La bosse des maths, donc ça a été reproduit dans les années 2000, mais les mesures ont été effectuées dans les années 80. Vous retrouverez donc sur nos sites Édition Abacus, le site de l'association ou le site de l'Institut Confucius d'Angers, vous retrouverez toutes les références donc, des expériences auxquelles on fait allusion. Et donc, dans l'Antiquité, eh bien, dans l'Antiquité, on a pris conscience de cette capacité du cerveau à à reconnaître les quantités 1, 2 et 3, notamment en Mésopotamie, où le système cunéiforme permettait de représenter les phalanges. En fait, le système de numération en Mésopotamie, c'était les phalanges, donc 3 phalanges par doigt, le pouce comme curseur, et on représentait les phalanges sous la forme de 3 coins. Vous voyez, pour 6 par exemple, il y avait 3 coins, 6 en dessous, une deuxième ligne de 3 coins. Pour 7 par exemple, vous aviez les 2 lignes de 3 coins précédentes, plus un coin supplémentaire, etc. Donc, déjà, en Mésopotamie, le système de numération fonctionnait en base 3. Bien sûr qu'il y avait aussi la base 10 et la base 12, ça c'était la base 10, mais en Mésopotamie, donc, il y avait cette connaissance des quantités 1, 2, 3. Les Munduruku, qui sont une peuplade, je crois que les aborigènes d'Australie aussi, comptent 1, 2, 3, et puis après, c'est beaucoup, très beaucoup. C'est-à-dire qu'ils nomment les quantités dont ils ont une image, et ensuite, ils ne peuvent pas le nommer. Alors, en Chine, quelque chose de très intéressant, l'écriture chinoise, eh bien, pour représenter les quantités, les nombres 1, 2, 3, 4, vous voyez que donc ça remonte à plusieurs milliers d'années avant notre ère, sur des os ou des écailles de tortue, on a déjà retrouvé ces symboles. Un trait pour 1, 2 traits pour 2, 3 traits pour 3, 4, etc. Et non, justement, c'est pas etc., puisque après, ce sont des symboles différents. Et vous voyez que comme avec les chiffres romains, eh bien, chez les Étrusques, on avait 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres pour 1, 2, 3, 4, et il y a eu une évolution où les barres n'ont été utilisées que jusqu'à 3. On pouvait reconnaître que jusqu'à 3. Et après, on a construit le nombre, c'est-à-dire 4, c'est la distance de 1 à 5, l'écart entre 1 et 5, 5 étant le V romain ou la main. Et donc, cette évolution a été la même en chinois, puisque on a retenu dans l'écriture chinoise
les symboles pour 1, 2 et 3, et 4 a disparu, a été représenté par un symbole abstrait qui n'a pas de lien avec la quantité. Donc c'est intéressant, cette même évolution à Rome et en Chine. Et en Brahmi, c'est la même chose, hein, puisqu'on retrouve les symboles chinois, et après, ce sont d'autres symboles. Donc 1, 2 et 3 ont une place particulière que les civilisations antiques avaient bien perçue. Eh bien, vous ne vous poseriez pas la question, vous ne vous posez pas la question, pour apprendre à marcher ou à faire du vélo, eh bien, un enfant, il y arrive très facilement. Vous ne lui dites pas, pour apprendre à marcher, il faut lever la jambe gauche, l'étirer, la poser, ensuite lever la jambe droite, etc. On apprend à marcher de façon naturelle, très facilement. De même pour faire du vélo. Eh bien, cette capacité qui nous permet de marcher très facilement, on nomme ça, chez les kinés notamment, la proprioception. C'est le fait de sentir son corps, et quand vous êtes assis ou quand vous êtes debout, vous n'avez pas besoin de vous regarder pour savoir que vous êtes assis ou debout. C'est la proprioception qui nous permet d'apprendre à marcher très facilement ou de faire du vélo très facilement. Hein. Peut-être pas sur un fil au début, mais l'apprentissage du vélo, les enfants ne mettent pas beaucoup de temps pour apprendre à faire du vélo. L'équilibre est donc une capacité innée, naturelle, spontanée que nous utilisons pour apprendre à marcher ou faire du vélo. La subtilisation, hein, la représentation des quantités 1, 2, 3, la perception des quantités 1, 2, 3, eh bien, cette perception immédiate, c'est aussi une capacité innée, naturelle, spontanée, que, au contraire de la proprioception, nous n'utilisons pas pour apprendre la numération. Nous apprenons la numération et le calcul de façon complètement abstraite. Eh bien, voyons en quoi le boulier chinois, avec la répartition des perles, qui prend, le boulier chinois prend la suite des mains. Vous voyez, le 0 représenté avec les mains, je peux peut-être vous le montrer comme ça, le 0, 1, 2, 3, etc. Les nombres sont représentés avec les mains. Là, vous reconnaissez le V romain, hein. V tout seul, c'est 5. Le V avec un doigt de la main droite, c'est 6, etc. Donc, cette représentation des quantités, eh bien, le boulier va permettre la même représentation, on va le voir maintenant au boulier, la même représentation là, on va avoir la même représentation au boulier, et le boulier va apporter une représentation complémentaire aux mains, c'est-à-dire qu'on va pouvoir représenter les dizaines, avec les colonnes donc, du boulier, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Le boulier, on peut dire que c'est une continuation des mains. Voilà, donc on va passer au boulier. Quelques exemples de boulier. Je n'ai pas apporté le boulier européen, mais là, il s'agit du boulier chinois antique, hein, le boulier classique avec des perles noires. Le boulier japonais, qui a été dérivé du boulier chinois au XIXe siècle, donc vous avez bien noté le boulier chinois XII-XIIIe siècle, et le boulier, notre boulier didactique, qui est un boulier chinois avec des couleurs pour aider les enfants, notamment pour la reconnaissance des dizaines, des centaines, mais vraiment, dans un premier temps, les couleurs n'importent pas pour la représentation des nombres. Pourquoi en Europe on a abandonné la représentation
sous la forme des abacs. Abac, ça veut dire table de calcul en général. À la Révolution, on utilisait l'abac à jetons. Et Montaigne, dans ses essais, précise même que ni à plume, ni à jet, il ne savait compter. Ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que à plume, c'était les algorithmes. Quand on fait une opération sous la forme d'une addition, on va peut-être 17 plus 8, on va faire cette opération. Eh bien, ça, c'est un algorithme. On dit 8 et 7, 15, et 1 de retenue 2. Eh bien, Montaigne précisait que ni à plume, écrit à la plume, ni à jet, jet ça voulait dire jeton. Il y avait un abac à jetons qui a été abandonné à la Révolution, qui a été interdit même, puisque l'abac à jetons c'était l'instrument de l'Église, des clercs qui apprenaient le calcul aux enfants. Donc, du fait que c'était un instrument de l'Église, ça a été interdit. Et la dérive vers les algorithmes, cette dérive, eh bien, a débuté à la Révolution du fait de l'interdiction de l'abac à jetons. Montaigne, de toute façon, il ne savait faire ni l'un ni l'autre et il le reconnaissait bien volontiers avec le sourire. Et donc, l'abstraction, à partir de la Révolution, a prévalu. L'abstraction sous la forme, donc, des chiffres qui n'avaient plus aucun lien. Vous voyez, 8, eh bien, ça n'a pas de lien avec la quantité. 2, 3, 4, 5. Là, on est obligé de compter 2, 4, 6, 8. Eh bien, 8, le symbole arabo-indien 8, n'a aucun lien avec la quantité 8 que l'on ne peut pas percevoir immédiatement. Seules les quantités 1, 2 et 3 sont perçues. Donc, il y a eu aussi des bouliers européens qui reprenaient une disposition horizontale et non pas une disposition verticale, mais qui sont beaucoup moins pratiques au plan pédagogique que le boulier chinois. Donc, le boulier chinois, bien sûr, n'est plus utilisé dans le monde des affaires par les commerçants, mais du fait, notamment, de la summitisation, eh bien, c'est une vérité scientifique, la perception immédiate des quantités 1, 2, 3, et de façon empirique, c'est pour ça que le boulier chinois a été construit de cette façon. Je vous ai indiqué que cette spécificité des quantités 1, 2, 3 était connue depuis très longtemps, et donc ça a été repris dans la disposition du boulier chinois, avec l'influence de leur système de baguettes, mais aussi l'influence romaine. Donc, par convention, ça n'est pas très important, mais par convention, on a adopté des couleurs. Vous voyez que le boulier chinois, toutes les colonnes sont en noir, et ça fonctionne très bien. Mais pour les enfants, par convention, on a adopté la colonne jaune pour les unités, sachant que dans les bouliers 13 colonnes, ça c'est un boulier 7 colonnes, dans les bouliers 13 colonnes, eh bien, les couleurs des unités sont bien les couleurs jaunes, et à gauche de votre côté, donc c'est dans ce sens-là, voilà, vous avez les décimales et les dizaines, les centaines, mais on laisse de la place pour les décimales, pour les nombres à virgule, les nombres décimaux. Là, on ne travaillera que sur des entiers, bien évidemment. Le boulier, je vous disais, c'est la continuation des doigts et des mains. Les perles, qui sont nommées unaire et quinaire, unaire pour unité et quinaire pour la quantité, le nombre 5, la quantité 5, eh bien, c'est la continuation des doigts. On peut parler d'un doigt, on active les perles vers la barre centrale, un doigt, 2 doigts, 3 doigts, on reprend la représentation romaine, par exemple,
si on veut représenter 4, eh bien, on active 4 paires, mais ces 4 paires, on ne peut pas les percevoir, comme on l'a montré avec le graphique précédemment. Eh bien, en fait, on reprend la représentation, enfin, c'est la même idée que le chiffre romain 4, c'est-à-dire, on voit un doigt replié, donc le complément à 5, on sait que c'est 4, mais ce que l'œil perçoit, c'est un doigt replié, 1. On ne travaille qu'avec les quantités 1, 2 et 3. 4, on ne peut pas. Les enfants comptent 1, 2, 3, 4, mais il faut prendre l'habitude au boulier de dire un doigt replié, donc la quantité c'est 4. C'est exactement cette représentation avec les doigts, ou la représentation romaine, hein, pour 5 par exemple, non 4 je n'en ai pas, mais pour 4, la représentation des chiffres romains, c'est une paire non activée, le complément à 5, le V, c'est c'est l'angle entre le pouce et l'index, hein. Donc l'écart entre 1 et 5. Donc c'est 4. Et cette construction a pris la suite de l'écriture étrusque des 4 barres. Hein. Et puis vous avez noté qu'en chinois aussi, on a abandonné cette représentation avec les 4 barres. Donc la représentation de 4, on ne regarde pas 4, on voit la paire non activée, le doigt replié, c'est donc 4. 5, c'est pas 5 paires. On voit que c'est 5, mais pour les enfants, il faut qu'ils s'habituent à noter qu'il n'y a pas de paire, il n'y a pas de doigt replié, il n'y a pas de paire non activée, donc c'est 5. Et tout l'intérêt du boulier, c'est qu'on fait un échange, comme avec les représentations avec les doigts. 5 doigts, on les échange contre une main. Et après, on peut continuer, 6, 7, 8, etc. Et le boulier chinois fonctionne de la même façon. On échange 5 doigts contre une main. Et ensuite, eh bien, la main droite est libérée, et on peut continuer. Si je veux représenter 7, je représente une main et 2 doigts. Et cette image des quantités, hein, par exemple pour 7, pour 8, vous voyez que c'est une construction. Une quinaire et 3 doigts. Il n'y a jamais de perception au-delà de 3. Si je veux inscrire, on parle d'inscrire et d'écrire au tableau, si je veux inscrire 9, eh bien, une paire non activée, donc c'est 4, mais je ne cherche pas à voir les 4 paires, une paire non activée, donc c'est 4, comme il y a une main, c'est 9. On est dans une construction. Et on n'utilise jamais de quantité au-delà de 3. C'est ce qui fait la force du boulier. Il est conforme à cette vérité scientifique de la subutilisation, la perception immédiate des quantités jusqu'à 3, mais au-delà, on ne les représente pas si possible. Le boulier ne représente pas les quantités au-delà. Sinon, avec les 4 paires, mais ce que l'œil va percevoir, c'est la paire non activée, le doigt replié. Ensuite, pour 10, alors plusieurs représentations. Pour 10, vous avez les 5 doigts, on est dans cette représentation, une main et 5 doigts. D'accord? Une main et 5 doigts. Ces 5 doigts, on peut les échanger 7 fois contre la main droite. 5 doigts, j'échange contre une main droite. Et vous reconnaissez donc le X romain, les deux mains. Le X romain, en fait, c'est ça, c'est pas des histoires de bâton de berger, c'est la représentation des deux mains dont les pouces se croisent. Les deux quinaires, ici, eh bien, avec les mains, on est bloqué au-delà de 10. Les enfants, on utilise un système de donner ses mains aux petits copains, etc. Mais au boulier, eh bien, on va échanger cette fois non plus 5 doigts contre une main, mais 2 mains, c'est-à-dire 2 quinaires, contre une dizaine. Voilà. Et pour faire comprendre ça aux enfants, donc on fait échanger les 10 doigts contre
les 10 doigts d'un petit copain, qui peut mettre ses mains dans les poches, on sait qu'il a 2 mains. Et donc, cet échange est très important, parce qu'en fait, ça va être la retenue. Et on va le voir maintenant. Et donc, dizaines, on peut continuer, hein, 2 dizaines, 3 dizaines, etc. Et ajouter, par exemple, des unités. Hein. Et ce nombre, hein, vous reconnaissez ce nombre, eh bien, c'est 3 dizaines. Alors, bien sûr, on ne parle pas, on ne dit pas 3, 30, 35, 36, 37, 38, non, c'est une vision globale. Les 3 perles des dizaines, on les reconnaît, donc 3 dizaines. On reconnaît immédiatement la configuration de 8, parce qu'une quinaire et 3 paires, on ne compte pas. Tout l'intérêt du boulier, justement, c'est pour éviter ce comptage-numération qui a fait beaucoup de mal à l'école française depuis les années 70-80. Donc, on reconnaît immédiatement les quantités, mais quand vous reconnaissez les quantités, c'est-à-dire les doigts levés, qu'est-ce que vous voyez en plus? Vous voyez 3 doigts levés, mais vous voyez le complément à 5. C'est-à-dire que, en même temps que vous représentez les quantités, vous représentez les compléments. Et pour le calcul mental, c'est fondamental. Vous avez dans l'image 3 unaires et vous avez 2 unaires qui ne sont pas activés. C'est le complément à 5. Et si vous avez une main ou une quinaire, eh bien, ce complément à 5, c'est aussi le complément à 10. C'est-à-dire que les enfants en CP, eh bien, ont la connaissance des compléments. Hein. Il ne faudra pas attendre les classes supérieures pour avoir connaissance des compléments. Les compléments apparaissent sous forme d'images. Et ce sont ces images techniques qui vont permettre de débuter le calcul mental. Voilà, donc la représentation au boulier, hein, je vous inscris un nombre, hein, par exemple, hein, eh bien là, vous lisez immédiatement, même en fermant les yeux, on peut reproduire ce nombre, on le lit, quand avec un peu d'habitude, on le lit aussi rapidement que s'il était écrit au tableau, ce qu'on va faire. Donc on reconnaît immédiatement 7000, et là on lit de la gauche vers la droite, comme dans le chinois antique, les nombres s'écrivaient en commençant par les unités, etc. Maintenant, du fait de Fibonacci qui a changé le sens en traduisant de l'arabe, qui a repris le sens du latin, eh bien, on écrit maintenant de la gauche vers la droite 7238. Donc, on lit 7238, on le lit rapidement, mais au boulier, on peut le lire tout aussi rapidement. 7238. Il n'y a pas besoin de compter, bien évidemment. On reconnaît les nombres parce qu'on n'a affaire qu'à des quantités au-dessous de 3. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, pour l'apprentissage de la numération, hein, vous savez que l'apprentissage de la numération, contrairement à ce qu'on croit, est compliqué. J'ai vu des adolescents, quand on leur demandait d'écrire 412, ils vous écrivaient 412 comme ça. Hein, tout simplement parce que le passage à 10, dans leur esprit, ne s'effectue pas. Le passage à la dizaine ne s'effectue pas. Donc, pour l'apprentissage de la numération, le boulier, c'est vraiment l'instrument incontournable du fait de cette subitisation. Et cette antiquité n'en est plus une, c'est un instrument moderne pour apprendre la numération. Donc on va peut-être faire quelques opérations simples. Voilà, je vais reprendre quelques opérations simples. Allons-y. Sans retenue, allez, 28 plus 21, 28 plus
21. 28 plus 21, j'inscris au boulier. 28, vous voyez, je ne compte pas, j'aurais dû commencer par les unités. 28 plus 21. Eh bien, c'est simple, on rapproche, là aussi la notion d'addition est bien explicitée au boulier, on rapproche les quantités, le deuxième nombre, une perle et 2 dizaines. Et il suffit de lire le résultat, 49. Je ne compte pas, hein, je ne dis pas 40, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on le voit immédiatement. 49, 1, 8, 9, 2, 2, 4. Voilà une opération sans retenue. On va prendre une opération avec retenue. On fera une soustraction aussi. Le boulier, c'est un instrument. Vous savez que la seule opération naturelle, c'est l'addition. L'addition à trous, s'agissant de ce qu'on appelle aujourd'hui la soustraction, mais il faut bien savoir que la soustraction, la multiplication et la division, ce sont des opérations, donc des algorithmes de calcul, sont des opérations qui ont été inventées, on va dire, qui ont été utilisées à partir du Moyen-Âge. Lorsqu'on a adopté le système décimal, eh bien, notamment pour la multiplication la multiplication arabe qu'on appelait par jalousie, eh bien, ce sont ces jalousies qui nous ont donné l'algorithme de la multiplication posée. Mais tout ça, ça a été fait à partir du Moyen-Âge, alors que dans l'Antiquité, on faisait aussi des multiplications, des soustractions, mais on le faisait avec des tableaux. C'est un autre sujet, mais le boulier fonctionne essentiellement avec l'addition et la soustraction. Pour la multiplication, on effectue les opérations par la distributivité, c'est-à-dire comme avec le calcul mental. Voilà. Alors, j'aurais pu faire le parallèle avec le calcul mental, on va le faire maintenant si vous voulez. Donc avec peut-être quelque chose de simple, 27 plus 78, on ne va pas être compliqué, 27 plus 78, 78. Les enfants, on peut, avec le boulier, on leur demande, d'ailleurs, de dire 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, et ils font le lien avec 14, ça ne les perturbe absolument pas. Mais surtout, ça explique, ça explicite la construction du nombre. Hein. Et 74, c'est beaucoup plus simple que 74. Hein. 84, 89, 99, etc. Hein. Donc, plus 27 plus 78, peut-être 27, voilà, 27, hein, 27, plus 78, 78, oui, je vais peut-être modifier les... Peut-être, oui, on peut le faire comme ça. Allez. Donc, 27 plus... Vous voyez que l'intérêt du boulier aussi, c'est qu'il va jusqu'à 15. Hein. On peut ajouter, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec les enfants, on préfère ajouter, je vais malgré tout le faire. Hein. On a 3 perles disponibles sur les 8. Hein. Donc, il y a 8 à ajouter. Il y en a 3 qui sont disponibles. Je fais mon échange avec l'autre main, la quinaire, et vous voyez le passage à 10. C'est-à-dire que j'ai ajouté 3 ici, et je suis à 30. Hein, mais je ne m'en rends pas compte. Hein, après, c'est un automatisme. J'échange. Là, je vois qu'il y a une dizaine. Je l'échange contre une dizaine. C'est la retenue. Le boulier, il doit passer toutes les retenues. Et c'est une force, parce que ça explicite les retenues. Au lieu, les premiers calculs, addition, soustraction, avec le boulier, on apprend ça en quelques heures, hein, au lieu d'y passer des mois et des mois. Hein. Donc, j'ai fait mon échange, je suis passé à 30, et il me reste, sur les 8, il me reste 5 à ajouter, hein, je peux l'ajouter sous la forme d'une quinaire,
Et ensuite, j'ai 7 dizaines, je fais mon échange, je fais encore un échange, et là, vous voyez passer une autre retenue. Et donc, eh bien, vous lisez le nombre. Naturellement, bien sûr, il n'y a pas de perle ici, donc c'est un 0. 105, je fais mon calcul. 8 et 7, 15, j'obtiens 1. 3 et 7, 10. Donc, 105. L'intérêt du boulier, je n'ai pas de stylo rouge, vous voyez que en calcul mental, comment vous feriez 27 plus 78. Eh bien, en calcul mental, on va rajouter 3, c'est ce qu'on a fait au boulier. On est à 30, on a un chiffre rond, un nombre rond, et ce nombre rond nous permet de rajouter par exemple les 70, vous voyez, plus 70, et donc on est à 100, et il reste, alors il y a un petit peu de mémoire, mais dans le calcul mental, il faut utiliser sa mémoire de travail. On a retenu qu'on a ajouté simplement 3, il faut encore rajouter 5, plus 5, et en calcul mental, on a exactement, alors il peut y avoir différentes techniques, mais vous voyez, dans ce cas de figure, on a exactement la même chose qu'au boulier. Le boulier et le calcul mental, on a l'habitude de faire ce type de schéma, c'est-à-dire que le calcul mental, j'ai pas de feutre rouge, donc le boulier, ici, boulier, le calcul mental, le boulier, ça permet d'initier le calcul mental. Ensuite, eh bien, on a, je vais prendre un exemple, par exemple, pour l'addition, prenons un autre exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode enfant, la méthode bébé. Mais imaginons que l'on ait, par exemple, 37 plus 98, par exemple. 37 plus 98. Donc, le boulier, eh bien, vous avez un processus que je vous ai détaillé, mais vous pouvez aussi, 37, si j'inscris 37, vous voyez, je peux ajouter 100 directement et moins 2, par exemple. Et c'est beaucoup plus rapide, mais à ce moment-là, c'est le calcul mental qui me dit que 98, c'est aussi 100 moins 2. Donc on n'utilise pas ceci pour les enfants jeunes, mais très rapidement, quand on maîtrise le boulier, eh bien, le boulier initie le calcul mental, mais le calcul mental peut donner un coup de main au boulier, et à partir d'un certain temps, eh bien, le calcul mental se développe de façon autonome, il n'y a plus besoin de boulier. Le boulier a permis de construire le calcul mental, mais au bout d'un certain temps, le boulier, il est dans la tête, et le calcul mental se développe de façon autonome. Je voudrais prendre peut-être une dernière opération, la soustraction, qui est intéressante. On va prendre un exemple de soustraction, cette fois directement avec une retenue. Voilà. Donc ce schéma est très important. Le boulier initie le calcul mental. Le calcul mental vient apporter des solutions techniques pour aller plus vite au boulier. Et à partir d'un certain moment, eh bien, on n'a plus besoin, bien évidemment, de boulier. C'est le calcul mental qui prend le relais. Alors, inutile de vous dire que les calculettes, les calculatrices, dans ma période d'enseignement, je n'en ai jamais utilisé pour des lycéens ou des collégiens. Et bien évidemment, le calcul mental a tout son intérêt à l'école et dispense justement d'utiliser ces instruments qui ne rendent pas compte de la situation, alors que le calcul mental, on voit exactement ce qu'on fait, bien évidemment. Donc, une soustraction. Alors, une soustraction avec retenue 910 moins 497, 910.
c'est mon schéma. 910 avec retenue, 910 moins 497, 910 moins 497, là, mon photo rouge va me manquer, eh bien, inscrivons au boulier 910, 910, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas d'unité, hein, 910, mais pourquoi pas, hein. Moins 497. Est-ce que je peux enlever cette unité? Vous voyez que je ne peux pas, je ne dispose pas d'unité. Donc, eh bien, je vais faire un échange à l'envers. C'est-à-dire, je désactive une perle unaire de centaines, pardon, de dizaines, hein, puisque 910, d'accord, je désactive une dizaine que j'échange contre 2 quinaires. Et vous voyez que maintenant, j'ai 10 que je peux échanger une perle quinaire contre 5 quinaires. Tous ces échanges, ça n'est pas une surcharge, hein, ce sont des automatismes. Ils n'interviennent pas dans le calcul lui-même, ce sont des automatismes. Hein. On a plusieurs façons de représenter un nombre, hein, j'échange. Et là, vous voyez, j'ai échangé donc une dizaine contre 10 représentés différemment, ici, dans la colonne des unités. Et là, maintenant, je peux effectivement enlever 7. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux enlever 9 unités ici? 9 dizaines, pardon. Non, je ne peux pas enlever 9 dizaines. Donc, je vais échanger une centaine contre une autre centaine, mais représentée par 2 quinaires de dizaines. Et là, maintenant, je peux enlever 9. Alors, bon, les enfants ont fait l'échange, etc., et puis on enlève 9. Mais là, vous voyez que pour enlever 9, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enlever 10. Ça, c'est le calcul mental. Je peux enlever 10 et ajouter 1. Hein. Donc, ça, c'est la technique que le calcul mental apporte au boulier. Hein. Donc, j'ai enlevé 10 et j'ai ajouté une dizaine. Voilà. Et maintenant, est-ce que je peux enlever 4? Oui, je peux enlever 4. J'enlève 5, et j'ajoute 1. J'ai enlevé 4 centaines. Voilà, je fais mon calcul, posé. 7 au T de 10 reste 3. Mais vous voyez que quand on raisonne sur le papier ou au tableau, eh bien, on dit 7 au T de 10. Alors là, il y a 2 méthodes qui s'affrontent. Il y a l'ancienne méthode, où on mettait les retenues en bas, mais cette méthode, elle est très difficile à expliquer parce qu'on fait comme si. Il vaut mieux utiliser la méthode dite de la casse qui permet d'emprunter à la voisine une dizaine dans ce cas. Hein, on emprunte une dizaine et bien sûr, il n'en reste plus. Hein. Cette dizaine empruntée à la voisine, eh bien, voilà, 10, je n'ai pas d'autre unité. Si j'avais une unité, je l'aurais notée. Et là, maintenant, je peux enlever 7 à 10. D'accord? Mais je n'ai pas d'histoire de retenue, là, parce que j'ai transposé une dizaine ici. Et donc, ici, 9 au T de 0, je ne peux pas. Je vais à nouveau chez la voisine, et là, j'emprunte à nouveau une dizaine. S'il était resté des unités, je les aurais ajoutées. Hein. J'emprunte une dizaine, et là, 8. Je note ce qu'il reste comme centaines, il en reste 8, et donc 9 au T de 10 reste 1, 4 au T de 8 reste 4. Donc j'ai bien le résultat 413. Voilà, donc c'est très important, vous vous souvenez, puisque cette méthode ici, dite de la casse, méthode anglo-saxonne, eh bien, les anciens, 910, ou même encore, hein, c'est ça justement un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, ces deux méthodes sont en concurrence à l'école. Tantôt les enseignants utilisent cette méthode-là, tantôt ils utilisent l'ancienne méthode qui est absolument incompréhensible pour les enfants,
À tel point que très souvent, quand j'ai une assistance d'enseignants de primaire, eh bien, qu'on parle justement de la soustraction, eh bien, il y a toujours une personne pour me dire vous savez, quand est-ce que j'ai compris l'histoire de la retenue? Eh bien, à l'ESP ou à l'ancienne IUFM, une personne l'avoue, mais très souvent dans la salle, il y a la moitié des mains qui se lèvent. C'est-à-dire que cette histoire de retenue, vous savez, on disait 7 au T de 10 reste 3, et je retiens 1, et on ajoutait la retenue ici, parce que pour conserver l'écart, 10 au T de 11, 1, et je mets la retenue ici, 5 au T de 9, 4. Et donc, cette possibilité de maintenir l'écart, on peut l'expliquer, mais ce n'est pas simple de l'expliquer pour un enfant, c'est le maintien de l'écart. Voilà, donc on a vu l'addition et la soustraction. Voilà, il faudrait rentrer dans le détail. Le boulier, c'est surtout il faut s'exercer. Mais la prise en main du boulier par les adultes, comme il y a des apprentissages à effectuer, et quelquefois un peu lente, mais pour les enfants, c'est 15 minutes, justement, du fait qu'on s'appuie sur des notions naturelles qui sont la perception immédiate des quantités 1, 2, 3, puisque le boulier ne fonctionne qu'avec ces quantités 1, 2 et 3. Donc, vous voyez, en conclusion, on dit tous les cerveaux, même ceux des bébés, possèdent la proprioception. Faut-il continuer à construire à partir des capacités innées ou faut-il promouvoir l'abstraction complète pour apprendre à marcher? Vous savez, je disais, il faut lever la jambe, il faut l'étirer, il faut la poser, etc. On fonctionne de manière naturelle et avec l'apprentissage de la marche et du vélo. Et puis là, pour la numération, tous les cerveaux, alors même ceux des bébés, on a mesuré chez des bébés de 2 mois que la reconnaissance des quantités 1, 2 et 3 est effective. Cette expérience a été faite des dizaines de fois. Donc les bébés reconnaissent les quantités 1, 2 et 3. Et donc cette subitisation, faut-il construire à partir des capacités innées, c'est-à-dire construire comme on le fait au boulier, sachant qu'après, eh bien, on peut abandonner le boulier, puisque le boulier il est dans la tête, entre guillemets. Faut-il continuer continuer l'abstraction complète pour apprendre la numération et le calcul? Donc, vous savez bien qu'il y a de nombreux enfants qui vous disent que les maths, le calcul, c'est abstrait. Non, ça n'est pas abstrait. Si les bases sont concrètes, eh bien, tout le reste de la construction mathématique s'effectue de façon concrète. À la Révolution, donc, comme je vous l'ai dit, les abbacistes, puisqu'il y avait une lutte entre les abbacistes et les algoristes, les abbacistes ont gagné, et malheureusement, on est encore dans cette période où les mathématiques sont des suites d'algorithmes que l'on ne comprend pas. Voilà, donc on a fait un petit tour rapide donc, de l'intérêt du boulier, qui n'a plus vocation à être utilisé en calcul pour les marchands, mais qui a une importance indéniable pour l'apprentissage de la numération et du calcul, donc à des fins pédagogiques. Merci de votre attention et à bientôt. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.